Let's move on to our next guest. He's Olivier Skilbin, a civil engineer that worked for a long time for the Walloon Commission for Energy, where he was responsible for promoting renewable energies. In 2015, he became a consultant and he joined Climect, where he advises both public and private customers on sustainable energy policies. Mr. Skilbin will give his vision on the role of renewable gas in the energy transition. He currently is working on scenarios to evolve to a zero-carbon society. Let's hear how renewable green gas fits into those scenarios. Olivier Skilbin. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Désolé, ce sera encore en français, mais mon néerlandais n'est pas assez bon. L'année prochaine, je le ferai en néerlandais. Voilà. Merci pour l'introduction. Voilà, effectivement, avec un constat, vous êtes essentiellement des gaziers, le secteur du gaz a pris conscience, seulement, selon moi, il n'y a pas plus de 5 ans, qu'il avait un rôle à jouer essentiel dans la transition vers une société bas carbone. Et il passe du statut un petit peu de victime vers un statut de fournisseur de solutions. Et c'est clair qu'avec les exposés que vous venez d'entendre, que ce soit de James Watson du Eurogaz, ou bien de Didier Hendricks et de Mathieu Smith, vous voyez qu'il y a vraiment une grande diversité de possibilités techniques, en termes de ressources, qu'elles soient domestiques, c'est-à-dire produites dans nos régions, ce qui est toujours le mieux, mais elles peuvent être aussi importées. Que ce soit en termes de potentiel, il y a vraiment de quoi contribuer à la transition vers une société bas carbone. Je pense qu'il y a cette prise de conscience au niveau du secteur gazier, c'est remarquable. Il faut maintenant transformer l'essai. Parce que ce que je vais essayer de vous montrer, quelques exemples, on va aller très très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Qu'en est-il de la prise de conscience au niveau de nos décideurs? Comment vont-ils voir dans des visions long terme qu'effectivement il y a un rôle à jouer pour le gaz renouvelable? C'est pas trivial. C'est pas trivial parce que les outils que l'on met à leur disposition, et ça c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore suffisamment pris conscience du rôle du gaz renouvelable dans la transition. En 2000, il était évident pour tout le monde au niveau européen qu'il fallait mettre en place des mesures pour décarboner progressivement le secteur électrique. Et donc on a mis toute une batterie de mesures pour promouvoir le renouvelable et décarboner progressivement à l'horizon 2050 le secteur électrique. Il n'y a pas eu ce même dynamisme, cette même prise de conscience pour le gaz. On est en 2020, c'est seulement maintenant, et je vous dirais vraiment l'année 2020 va être un peu comme ce qu'a dit Didier. L'enjeu maintenant, grâce à toutes ces études qu'elles ont été faites au niveau belge, au niveau européen par Navigan, qui montraient qu'il y avait un potentiel de 1000 TWh, donc un quart de la consommation de gaz naturel à l'heure actuelle pourrait être satisfaite à l'horizon 2050 par du gaz renouvelable, produits localement ou importés, sous toutes ces formes, biogaz, gazification, power to X, l'ensemble de ces possibilités techniques nous permettrait de satisfaire une quantité non négligeable. Et c'est vraiment une prise de conscience. Beaucoup d'experts, dont je faisais partie, je le reconnais, n'y croyaient pas. N'y croyaient pas. Il faut maintenant transformer l'essai pour que ce soit intégré dans au niveau des décideurs, dans les politiques énergétiques qui se décident, tant au niveau européen qu'au niveau belge. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer si je trouve le bouton sur lequel je dois appuyer. Donc ça, c'est la grande flèche, magnifique. Et donc, la place du gaz renouvelable, ce n'est pas vraiment la question, je crois que vous l'avez vu, il y a une place pour le gaz renouvelable, c'est certain, mais comment est-ce que c'est intégré dans les scénarios de prospective, qu'ils soient générés par un bureau du plan, par des logiciels de simulation utilisés par la Commission européenne? Nous les fournissons en tant que bureau d'études et je peux vous dire qu'actuellement, ce n'est pas suffisamment modélisé correctement. On n'intègre pas suffisamment les données qui ont été fournies récemment, notamment par le secteur gazier. Alors, donc, petit avertissement au départ. Qu'est-ce qu'on entend par un scénario de transition bas carbone? Parce que tout le monde est focus sur électricité, je l'ai dit, bon, on voit qu'il y a du gaz, mais ça veut dire quoi concrètement? Si vous me demandez quel serait votre scénario le plus probable à l'horizon 2050, ce n'est certainement pas un scénario bas carbone que je vais vous annoncer. Parce que vous allez le voir après, ce sont des slides fournis par DNV, qui est un grand bureau international qui donne sa vision industrielle de l'avenir du secteur énergétique mondial. Quand on voit ça, on a quand même tendance à dire, ben oui, probablement, malheureusement, c'est ça qu'on va avoir. On va avoir une transition énergétique, oui.
Si vous regardez ici, toute cette partie-là, c'est le développement de l'électricité renouvelable. C'est un boom mondial gigantesque. Le solaire, l'éolien va se développer de manière prodigieuse, effectivement. Mais, quand vous faites le bilan, et que vous regardez ce qui s'est passé entre 80 et 2050, enfin, dans les projections, toute cette partie-là, ce sera la quantité d'énergie fossile consommée au niveau mondial. Et donc, on n'aura rien changé. On n'aura rien changé. On aura continué à augmenter ses besoins en énergie. On aura fait énormément de renouvelables, plus que jamais aucun idéologue pro-renouvelable n'aurait pu imaginer. Mais on sera toujours avec des émissions de CO2 très importantes. Et en termes de budget carbone, si on écoute les spécialistes du climat, on l'aura dépassé maintes fois et on ne sera pas dans une capacité de maintenir la température de notre planète en dessous des 1,5 ou 2 degrés. C'est ça qu'il faut savoir, prendre conscience que ça, malheureusement, c'est le scénario le plus probable. Voilà, ça c'est sur l'aspect avertissement. Maintenant, ça ne nous empêche pas de rêver à des scénarios de prospective qui vont montrer qu'on peut arriver à une Belgique, une Europe bas carbone, voire zéro émission. Mais c'est challenging. Vous voyez les tendances actuelles des objectifs. Voilà ce qu'on devrait faire. On se rend compte que ce n'est pas avec des mesurettes ou un fonctionnement comme business as usual qu'on va y arriver. Alors, quelques exemples. Si vous êtes intéressé par ça, ce qui est super, c'est que nous avons développé, ici c'était pour le compte de la European Climate Foundation, qui est un des grands lobbies environnementalistes, on va dire, qui challenge les scénarios de la Commission. Et vous avez à votre disposition un outil qui est en ligne, qui est ouvert, qui vous permet de simuler vos propres scénarios. Ce qu'on garantit, c'est qu'on modélise correctement les interactions entre les différents secteurs. La construction, le transport, l'énergie évidemment, l'agriculture, nos besoins de consommation. On fait des interactions. Si on va augmenter les quantités de rénovation des bâtiments, ben, ça va demander des matériaux de base. On intègre les impacts à ce niveau-là. Si on change au niveau de son alimentation, on pourra voir l'impact en termes d'affectation des terres, qu'est-ce qui est disponible pour l'agriculture, qu'est-ce qui est disponible pour d'autres affectations. Donc ça, on vous garantit ces interactions sont modélisées le plus correctement possible, et vous pouvez vous-même décider des leviers sur lesquels vous voulez insister. Alors c'est structuré, donc il y a le secteur transport, le bâtiment, il y a l'industrie, l'énergie, les gens sont focus énergie, mais il n'y a pas que ça, et tout ce qui est affectation des terres, vous pouvez jouer, je le dis par exemple, si vous estimez qu'on va devoir s'orienter vers une alimentation moins carnée, revenir aux normes de l'Organisation mondiale de la santé, ben vous pouvez sélectionner ce levier et voir ce que ça impacte en termes d'émissions, mais en termes aussi d'évolution des secteurs. Et on évalue ceci en termes d'émissions, mais en termes aussi de coûts, de capex nécessaires pour réaliser ces investissements, d'impact en termes d'importation en dehors. Le périmètre ici c'était l'Europe, donc en dehors de l'Europe, vous pouvez voir les impacts au niveau de nos importations. Et donc vous avez une vision assez claire de votre scénario. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser. On le fait aussi pour les universités, les étudiants ont l'habitude en ingénierie, en bio-ingénierie, d'utiliser ce type de scénario pour un petit peu se roder à la réalité de tels scénarios. Ce qu'il faut savoir en gros, c'est que pour y arriver, on va devoir changer de manière drastique nos comportements et nos affectations du territoire. Typiquement, dans tous les scénarios, on peut en faire des centaines, il y a des constances. Je vais essayer de vous les montrer. Une constance, c'est par exemple qu'au niveau aménagement du territoire, on doit pouvoir réduire les terres affectées à l'agriculture et les affecter, par exemple, au niveau européen, je parle, au niveau de la foresterie. Foresterie qui va, de manière exploitée durablement, va générer également des résidus, des ressources, biomasse, qui vont pouvoir être utilisées pour, par exemple, produire du gaz renouvelable. Dans les secteurs, vous pouvez voir ce type de scénario, vous allez avoir effectivement des secteurs qui vont pouvoir être complètement décarbonés. Je vous disais, dès 2000, on a donné cet objectif-là. Pour le transport, on y arrivera presque, mais il y a des secteurs, évidemment, on ne va pas y arriver. On n'est pas naïf. La chaux, il y a toujours du carbone fossile. Et si on a besoin de chaux, on aura toujours du CO2 fossile qui va devoir être utilisé. C'est un exemple parmi d'autres. Et donc, dans l'industrie, la sidérurgie, il y a des limites. Et donc, on n'arrivera jamais à zéro. Pour arriver à un scénario qu'on appelle net zéro, c'est-à-dire qu'au global, les émissions nettes, plus et moins, s'annulent, il va falloir jouer sur l'affectation des terres, sur les puits de carbone, donc justement améliorer les capacités de notre territoire d'absorber plus de CO2 qu'il ne le fait jusqu'à présent.
Donc ça, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer. Je dis simplement que si vous voulez résoudre l'équation, vous devez passer par là. Parce qu'il y a des limites au niveau sectoriel. Et ça, on ne voit pas comment les résoudre. Alors vous pouvez avoir des scénarios, en général, au niveau européen, il y a 3 scénarios ont été retenus. Un scénario équilibré où on fait des mesures dans tous les secteurs, et puis 2 scénarios un peu extrêmes, où l'un, on travaille surtout sur les comportements, sur la demande, donc moins d'utilisation de véhicules pour diminuer les transports, moins d'utilisation de viande carnée pour diminuer les impacts environnementaux à ce niveau-là, diminution évidemment de la consommation d'énergie dans les bâtiments, la rénovation des bâtiments, ou des scénarios plus axés sur la technologie. Et donc là, ça va avoir des différenciations en termes de vitesse à laquelle vous atteignez vos objectifs et en termes de coût. Les constances, quel que soit le scénario, c'est que quoi qu'il arrive, et ça c'est important à retenir, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas une diminution drastique de la demande finale en énergie. C'est impossible. Donc l'équation est insoluble. Si vous maintenez vos besoins globaux d'énergie au niveau actuel, il n'y a aucune solution. Ce n'est pas possible. Et donc, lorsqu'on dit, comme Navigand, que par exemple on estime un potentiel de gaz renouvelable de 25% de la consommation de gaz actuelle, peut-être que ça veut dire beaucoup à l'horizon 2050, les 25% de la consommation actuelle. S'il reste ceci à consommer, peut-être que la part du gaz renouvelable sera beaucoup plus importante, c'est la question de l'entrée du séminaire ici, beaucoup plus importante que ce qu'on peut évaluer à l'heure actuelle. Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, les combustibles fossiles, même si on intègre, dans ce scénario, on intègre les options de stockage, de capture du CO2, eh bien, la réduction doit être drastique. Ça, c'est tous les scénarios, vous pouvez jouer avec pendant des heures et des heures, vous n'y arriverez pas. Voilà. Alors, ce qui est important, je reviens là-dessus, c'est que ces scénarios qui sont vraiment drivés par la demande, les besoins de nos populations, vont, si on s'oriente vers un scénario bas carbone, vont libérer des espaces pour, je le dis, l'exploitation forestière. Et cette exploitation forestière, c'est une source sous-estimée à l'heure actuelle de résidus, de matières premières durables qui peut être utilisée pour la production d'énergie. Voilà. Ça, c'est au niveau domestique, au niveau de l'Europe domestique. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, il y a un lien, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un lien sur la manière dont on affecte notre territoire. Il y aura un lien aussi sur l'évolution du climat et les pratiques agricoles. Évidemment, rien ne nous garantit, et c'est fort probable, que les pratiques agricoles d'aujourd'hui ne seront pas observées en 2050 si on veut aller dans un scénario de ce type-là. Alors, ça, c'est ce qui a été fait il y a 2 ans. Le travail est en cours au niveau de la Commission européenne. Nous a confié une mission avec d'autres, c'est une équipe de 50 personnes avec une dizaine de bureaux d'études internationaux, de faire ce type de calculateur. Le lien là, vous pouvez aller dessus. Il y a un pré-tool qui n'est pas encore opérationnel à 100%. En 2020, il sera opérationnel, début 2020, on l'espère, où vous pourrez faire le même type d'exercice. C'est simplement une version mise à jour qui va encore au-delà de ce que l'on a pu faire dans l'exercice précédent. Donc, juste pour mes mots, utilisez ces outils, voyez ce qu'ils vous donnent comme information. Venons-en maintenant au gaz renouvelable et un petit peu à la Belgique. Quand je disais que la prise de conscience est récente, si vous lisez les magnifiques études réalisées par Elia, enfin, c'est du costaud, quoi. Quand ils vous donnent leur vision 2050, 2030 du secteur énergétique belge, ils disent on va vers l'électrification. Et c'est évident, c'est une partie de la solution. Pas un mot sur le gaz, pas un mot sur la biomasse. Enfin, très très peu. Très très peu. Très très peu. Or, on sait que le gaz et les biomasses, de manière générale, le gaz renouvelable en particulier, c'est un couple génial en termes énergétiques, en termes de flexibilité, en termes de quantité, en termes de capacité de stockage. C'est une partie de la solution. Et en termes de coût, si on peut valoriser nos infrastructures existantes, c'est clair qu'il y a une analyse nécessaire à faire. Elle a été faite au niveau européen par Navigand. Il faut maintenant avoir la garantie que ce type d'exercice se fait aussi au niveau décisionnel belge. On n'y est pas encore. Heureusement, ces études sont sorties. J'ai mis les 2 plus importantes, à mon sens, celle de l'ADEME, qui était assez généreuse et optimiste, et d'Ecofis, qui est devenu Navigand entre-temps. On a vu la diversité des technologies. Je vais passer là-dessus, puisque le temps, on a parlé du graphique. Donc, grande diversité de potentiel. Le message, c'est que le potentiel, moi je pensais que le potentiel était rikiki, était nul. 1000 TWh, c'est pas nul, c'est vraiment important. Alors,
On parlait de scoop. Le scoop, ce que je veux vous dire, c'est que pour l'instant, l'exercice se fait. Nous le faisons pour l'État fédéral, pour le ministère de l'Environnement. Nous préparons un outil adapté à la Belgique pour dessiner, permettre aux acteurs, aux décideurs de dessiner des scénarios long terme 2050. Et la question qui m'a été posée, c'est de dire dans quelle mesure tout ce potentiel qu'on vient de voir ce matin sur le gaz renouvelable est-il bien adressé? La réponse, je dois vous dire, c'est il l'est partiellement, mais il est très mal adressé. Parce que ce n'était pas dans le mindset des décideurs. On ne pensait pas gaz renouvelable. Et donc, il y a un enjeu, c'est un message clair, 2020, c'est un message où il va falloir dire il faut reprendre les purs, il faut retravailler dessus avec ce mindset-là, parce qu'il n'y était pas intégré dès le départ. Cela étant, on a quand même déjà des petits résultats intéressants que je vais essayer de vous montrer. C'est les derniers slides, rassurez-vous, pour vous dire à quoi ça ressemble. Donc, ce qui va être généré en 2020, donc ça, ici, c'est un exercice. Ce ne sont pas les valeurs du ministère de l'Environnement belge, hein, ce n'est pas du tout approuvé, donc c'est work in progress, c'est juste une illustration de type de scénario qu'on peut voir. Donc, on va générer, ici, ce sont les émissions de CO2 sur l'horizon temps 2050 pour la Belgique, ou, pour la petite histoire, vous pouvez voir ici le pic de CO2 pour le secteur power, donc l'électricité qui serait due au phasing out nucléaire. Hein. Vous voyez, donc ça c'est comme ça. Alors ici, on suppose que c'est remplacé par du gaz naturel, fossile. On n'a pas fait encore l'hypothèse, tiens, si une fraction de ce gaz était du gaz renouvelable, qu'est-ce que ça pourrait impacter? Retenez quand même que dans ces scénarios, on voit qu'on peut mitiger ces impacts en termes d'émissions de CO2. Il y a ce pic important ici, ça me nuit si on met bien en œuvre les priorités qu'on entend actuellement, qui sont focus 1 sur la rénovation des bâtiments. Hein, la Belgique, c'est une passoire énergétique dans son bâtiment. Ça, du nord jusqu'au sud, c'est une catastrophe. Et donc, ces plans de rénovation sont prioritaires et c'est le levier le plus important à mettre en œuvre aujourd'hui. Deuxième, la réduction du transport. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir absorber éventuellement un pic qui est là. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est évident que si on ne fait pas de phasing out nucléaire, on a moins de problèmes que si on le fait, hein, en termes purement d'émissions à court terme. Mais on peut gérer un phasing out nucléaire. Ce n'est que, quand on parle d'électricité, ce n'est que cette partie-là dont on parle. L'enjeu de notre société, c'est de résoudre l'équation CO2 au niveau global. Et vous voyez que l'industrie, le transport, le bâtiment, c'est beaucoup plus, c'est tout aussi important que l'énergie, il ne faut pas l'oublier. Alors bon, typiquement, on va essayer d'illustrer des scénarios type plutôt comportement, réduction à la demande, ou de solutions technologiques. Et là, on va jusqu'aux technologies de capture du CO2 dans les industries et autres. Bon, technologies qui ne sont pas encore matures. Donc voilà, c'est pour montrer les différences. En termes, par exemple, sur le transport, ça ne va pas faire plaisir aux pétroliers, mais évidemment, des scénarios, si on doit les générer, on dit, ben oui, on peut y arriver, cette équation globale, ça va devoir nécessiter une réduction de consommation de diesel et d'essence de manière drastique, et ça va être compensé par des solutions de transport alternatives. Tout le monde parle des véhicules électriques, c'est ce qui est mis ici dans l'exemple. Mais vous voyez que déjà, ici dedans, une place importante, alors le terme marqué liquide biofuels, ça c'est bien la preuve que le mindset, hein, jusqu'à présent, comme carburant alternatif, on pensait uniquement au biodiesel, au bioéthanol. Mais non, il y a aussi le bio-CNG, le bio-LNG. Et donc les enjeux de 2020, c'est dire là-dedans, il y a la place pour du gaz renouvelable en quantité importante, puisque les études nous montrent qu'il y a un potentiel. Réévaluons ce potentiel et voyons dans quelle mesure l'arbitrage entre électrique et gaz naturel, gaz renouvelable peut se faire. Est-il le bon? Peut-on aller au-delà ou plus vite? Dans le secteur de l'industrie, le gaz renouvelable a une place également. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait un nombre important d'injections de biométhane en France qui s'est développé. C'est un peu le cas dans beaucoup de géographies en Europe. Il y a une demande à l'heure actuelle du secteur industriel pour du gaz renouvelable. Actuellement, c'est clair. Les responsables, ceux qui s'occupent de la certification des gaz renouvelables, disent que c'est un business en plein essor. On n'arrive pas à suivre tellement il y a des demandes de certification d'injection de biométhane pour satisfaire une demande volontaire. Donc ce n'est pas des réglementations, c'est l'industriel qui demande cela. Et donc il y aura une place pour le gaz renouvelable. Alors, quelle est la quantité entre l'électricité et le gaz? Ben, ce sera à définir. Remarquez quand même qu'il y a toujours ici, ce qui est ici, c'est le charbon. Il restera quand même des combustibles, du gaz naturel fossile, qui sera encore utilisé dans l'industrie,
même en 2050, compatible avec un scénario zéro émission, ça reste possible, et du charbon aussi, parce que technologiquement, il y a des minimums qu'on ne sait pas éliminer dans la sidérurgie et d'autres secteurs industriels lourds. Donc, ce sont des scénarios compatibles avec zéro émission, où il y a encore de la place un petit peu pour des combustibles fossiles, ce n'est pas zéro, et il y a surtout une place importante pour des combustibles alternatifs renouvelables, comme le gaz renouvelable. Dernier exemple, sur le secteur, et ça rejoint un peu le propos tout à l'heure de Didier et de Mathieu, c'est qu'il y a effectivement, à l'heure actuelle, dans les scénarios qui sont en gestation pour la Belgique, une place de choix qui est réservée pour le biogaz au niveau de la production d'électricité. Le mindset est focus production d'électricité. C'est là qu'il faut se dire, est-ce le meilleur endroit pour le faire? C'est vraiment un bon endroit, c'est peut-être pas le seul. Ça peut être intéressant si on pense au phasing out nucléaire. C'est une option importante à traiter maintenant de manière beaucoup plus approfondie, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Évidemment, la bioénergie, il y a un potentiel. C'est peut-être quelque chose d'intéressant par rapport à la discussion de la question qui a été posée par un intervenant. C'est qu'effectivement, dans ces modèles, on fait un couplage entre les ressources disponibles, en termes de biomasse, qui vont produire du biogaz, du gaz renouvelable au sens large, et les orientations prises en termes d'évolution de la société. Donc, affectation des terres, et même on pourrait aller jusqu'à un impact climatique sur le type de culture adapté en 2050 à notre climat. Puisqu'évidemment, rien n'est moins sûr que la culture betteravière en SB restera quelque chose de soutenable en 2050 si effectivement les températures évoluent drastiquement. Et donc, il y a des modifications. Ce sont des enjeux pour améliorer la robustesse des scénarios. C'est comment le gisement de gaz renouvelable peut être assuré dans un scénario de transition où la nature nous imposera plus de choses que nous-mêmes. Voilà. Sur ces conclusions, je vous remercie et je suis disponible cette matinée, le temps midi, pour aller plus loin sur ces scénarios. Voilà. Merci. Olivier, merci. Restez encore un moment. Il y a eu pas mal de questions dans la plateforme pour vous. On va en sélectionner 2. Mais comme Olivier a dit, il reste là toute la journée, j'imagine, pour en discuter la encore. grosse matinée, la matinée Okay. de français. Voilà. May I have the questions? Première question, quelle est la taille minimum recommandée d'une centrale biogaz? Est-ce qu'une échelle individuelle est envisageable? Je pourrais répondre, mais je crois que la personne la plus qualifiée, c'est Mathieu pour ça. Donc, si tu peux te Mathieu, lever. venez, si vous voulez. Donc la taille minimum, oui, c'est des questions qui sont souvent posées. Dépend du type de valorisation du biogaz que l'on cherche. Si on parle en biométhane, et parce qu'il y a des impératifs de rentabilité, on ne pourra pas parler de petites unités. Aujourd'hui, dans le contexte financier wallon, qui est celui que je connais le mieux, on parlera d'unités d'un équivalent 1, 2 mégas, 3 mégawatts électriques, donc des investissements de l'ordre de la dizaine de millions d'euros. On n'est pas sur quelque chose qu'on mettra dans son jardin. Quel est le type d'entreprise qui pourrait envisager ça? Des industriels, des collectifs agricoles essentiellement. L'industrie agroalimentaire est déjà équipée, hein, je veux dire, en grande partie, il y a encore du potentiel. Mais... La difficulté va être de fédérer, de réserver, de mobiliser des ressources organiques suffisantes, puisqu'on parle de gisements de l'ordre de la cinquantaine de milliers de tonnes par an. Donc vous faites le calcul, c'est plus de 100 tonnes par jour, ça fait quelques camions quand même. OK, merci. Deuxième question. Second question. Est-ce qu'il y a des scénarios qui prennent en compte des crises économiques majeures, semblables ou pires qu'en 2008? Dans les scénarios actuels, on ne parle pas de crise économique. Donc, ce ne sont pas des modèles économiques ou d'équilibre comme on peut le faire au niveau du plan pour les spécialistes, modèles Prime et autres, Marcal et ce genre de modèles. Ici, on fait que les inputs du modèle, c'est la demande. Alors, on peut simuler une crise en disant que la demande va s'effondrer. Donc, on peut le faire. Avec des outils, vous pouvez simuler une crise, si vous voulez. Mais elles ne sont pas généralement anticipées dans les scénarios qui sont utilisés pour challenger les décisions de la Commission européenne lorsqu'il y a des accords qui doivent être pris entre États membres. Je n'ai pas connaissance qu'on utilise ce type de modèle, mais techniquement, on peut le faire, puisque les modèles partent d'une demande en biens, en services,
Et puis de cela, on déduit les besoins en matières premières et donc les besoins en énergie, les besoins en surface, en territoire à allouer pour satisfaire ces besoins. Donc c'est vrai qu'une crise économique avec une chute, dans les scénarios, vous pouviez les voir. On ne va peut-être pas reprendre les figures. On voyait ces petits pics 2008. On voyait effectivement qu'il y avait eu une crise et ça pourra encore arriver malheureusement. Voilà, je crois que je réponds à la question. Oui, je pense que vous avez encore des boulots à faire des extra scénarios. Oui, oui, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Olivier, un grand merci. Voilà.